Elle attendait. C'est de petites mises en situation. Je vais voir ce que ça va donner. Et je viens d'y penser il y a un petit moment, et donc le truc, comment dire, l'accroche m'a échappé, je l'ai oublié, donc je vais essayer malgré tout de commencer ce petit développement. Elle attendait, comme tous les jours, elle attendait. Elle se mettait en attente, et puis elle laissait passer le temps. Elle attendait qu'arrive le moment du goûter, puis elle attendait qu'arrive le moment du dîner. Elle attendait toujours l'instant d'après le présent, l'instant d'après l'instant. Une attente apparemment calme, apparemment sans éclat, mais cela pouvait cacher quelque chose, une sorte d'angoisse tenace, de peur enfoncée dans la chair. Elle attendait. On la voyait murmurer quelque chose. Elle devait se dire une chose ou une autre à elle-même. Peut-être qu'elle revivait un instant passé, peut-être qu'elle préparait une conversation. Elle se préparait au cas où son attente viendrait à se terminer, viendrait à se conclure par quelque chose d'heureux. Heureux. Elle attendait. Le jour passait. Le matin passait, l'après-midi passait, elle attendait. Et quand c'était la fin du jour, elle se disait, mon attente est finie pour ce jour. C'était pas comme ça que je voulais entreprendre, donc c'est pour ça que je dis que la première accroche m'a échappé, donc je suis parti un peu sur autre chose. En fait, je voulais parler de l'attente presque sans objet. Et là, je commence à dériver vers l'attente avec objet. C'était cette histoire qui m'est restée de cette maison de repos ou de retraite dans laquelle j'ai mangé un jour, il y a très longtemps. Et donc, j'ai vu que les gens qui étaient installés, on va dire, quand ils avaient fini de manger, ils regardaient le menu du soir. Donc entre les deux, le temps était un peu aboli. Il n'y avait que cela d'important. Au moment du repas, on regardait le menu en sortant. En repartant, on regardait le menu de midi. Et puis, le menu du soir. Et puis, quand ça arrive, le repas du soir, on regardait le menu du repas du lendemain. C'est vrai qu'il y avait là quelque chose qui rattachait les jours entre eux.
un lien, une sorte d'espoir. Puisque le menu est affiché, j'ai comme une certitude d'être là demain. Et puis, ce menu annonce une sorte de... Quelque part, j'ai encore de désir pour la vie. Demain, il y a un dessert que j'aime bien. Donc je vais être là demain pour pouvoir en profiter. Peut-être pas peut-être pas le plat de résistance, mais pour le dessert, je vais, je tiens à en être. Voilà l'idée que j'avais. Donc finalement, un moment qui vous renvoie ou qui vous lance vers un autre dans une sorte de continuité, dans une sorte de mouvement un peu à l'infini, un mouvement, mais un mouvement sans fin, sans but, puisque finalement c'est la répétition qui n'a pas de sens, c'est une répétition stérile. Voilà un peu l'idée, mais je vais quand même essayer de m'en sortir, donc c'est là, elle l'attendait. Voici que vient le soir, voici que tombe la nuit. Petit à petit, les étoiles commencent à apparaître. Elle essaie de lire quelque chose dans le ciel, peut-être l'annonce d'un événement, l'annonce d'un retour tant espéré. Elle passait beaucoup de temps à regarder le ciel, à essayer de lire, de déchiffrer les dessins des différentes constellations. C'est pas qu'elle y croyait beaucoup, c'est juste qu'elle s'accrochait à tout ce qu'elle trouvait. Elle n'a jamais été très intéressée par les astres et l'astrologie et tout ce qui va avec. Non, c'est juste que là, cela lui permettait un peu de s'oublier. Et puis arrive le moment où son corps lui intime l'ordre d'aller s'allonger. Elle ne résiste pas. Elle a appris à ne plus résister à son corps car c'était lui le plus fort. Elle se dirige d'un pas lent vers sa couche. Et puis elle s'allonge tout doucement. Et puis elle laisse sortir un petit soupir. Elle exhale sans faire beaucoup de bruit. Un soupir résigné, comme elle en a l'habitude depuis tellement longtemps. Le sommeil tarde à venir. Beaucoup d'images se présentent à son regard. Beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a là de bons moments, mais il y a surtout beaucoup de mauvais moments, ou des moments pendant lesquels rien ne se passait. Sans qu'elle s'en rende compte, l'espoir l'avait quitté.
L'espoir l'avait désertée. Elle qui était si confiante, voilà qu'elle est réduite à cette chose-là qui ne peut espérer en quoi que ce soit. Ses prières n'ont pas été exaucées. Elle en a formulé des centaines, elle attendait. Elle finit par s'endormir comme ça. Un sommeil sans rêve, un sommeil vide. D'ailleurs, c'était comme cela qu'elle aimait s'endormir. Ne pas faire de rêve, car il y a toujours quelque chose qui va revenir la tenter, la hanter, lui faire mal. Oui. Elle se lève au milieu de la nuit, et pressée par un besoin naturel. Elle va se soulager, puis elle revient. Et de nouveau, elle pousse un soupir. Mon Dieu, son corps n'est plus son corps. C'est devenu quelque chose d'étrange, d'étranger. Elle s'allonge malgré elle, car elle a du mal à rester assise. Il faut qu'elle s'allonge. Elle est comme cela, sans volonté. Le sommeil vint au bout de quelque temps. Il vint se saisir d'elle. Et voilà comment se termine cette nuit. Elle fut réveillée par la lumière du soleil. Les rayons venaient caresser, venaient taper sur ses paupières. Elle fut forcée d'ouvrir les yeux et de regarder autour d'elle. Mon Dieu, que ce soleil est fort. Mon Dieu, qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est vivant. Oui. Le soleil qui lui rappelle sa jeunesse, ses folles gambades dans les champs. Le soleil la brunissait, lui brûlait la peau, et pourtant elle aimait ça. Elle aimait sentir son toucher sur sa peau. Si je sens quelque chose, c'est que je suis vivante. Le jour où je cesserai de ressentir quoi que ce soit, c'est que ce jour-là, je serai morte ou presque. Et puis, moi j'aime le soleil. C'est vrai qu'elle l'aimait, le soleil.
Elle les aimait tous. Celui du printemps, celui de l'été, celui de l'hiver, un peu moins puissant, un peu plus capricieux, un peu plus en réserve. Elle aimait voir succéder les saisons et puis elle avait ses saisons préférées, mais elle ne pouvait pas négliger les autres. Elle se lève malgré elle, elle se redresse péniblement. Elle cède avec, en s'accrochant au montant de la couche. Elle commence à se redresser, mais elle a peur de retomber. Elle a peur de retomber et de se faire mal, et de se faire très mal. Elle a peur du jour où elle ne pourra plus se relever, où elle devra rester. Rester comme cela, immobile, car elle serait devenue trop fragile, trop impuissante, trop impotente. Oui, elle attendait. Voici venu le temps du déjeuner. Un petit café pour se remettre un peu en mouvement. Un petit café et puis un morceau de pain trempé dans l'huile d'olive. Elle n'a pas beaucoup d'appétit, elle en a un tout petit. Elle mange très doucement, très lentement. Elle n'a plus de dents, alors elle fait attention. Elle mâche et remâche avec ses chicots. Il faut qu'elle fasse attention, car si elle devait avaler comme ça sans mâcher un peu, elle aurait des troubles intestinaux et puis cela ajouterait à ses tourments. Elle attendait. C'est vrai que c'était pas du tout ce que je voulais, et puis finalement je me retrouve un peu à faire pas n'importe quoi, mais à peu près ça. Il faut en fait, une fois qu'on a quelque chose qui vient en tête, c'était quelque chose qui est venu suite à l'écoute d'un petit passage d'une œuvre de fiction sur France Culture qui passait à 11 heures du soir et qui en fait parlait d'un père, je ne sais quoi, ça a fait tilt au moi, puis ça a cheminé, et puis moi je suis passé du père à la mère, et puis finalement cette personne qui attendait, qui est une femme âgée, je n'arrive pas à en faire ma mère. Je ne veux pas qu'elle devienne ma mère de façon totale. Alors elle a des traits de ma mère, mais elle a aussi des traits d'une autre personne. En fait, finalement, il faudrait un peu faire la chose un peu plus, comment dire, la chose un peu plus. C'est vrai, dans cette écriture orale, il y a des problèmes. On se concentre, mais on perd sa concentration. Puis on est emmené par un mot
Et il y a comme ça des petites, non pas des incohérences, mais des choses qui sont développées alors qu'en fait, ils n'ont pas un lien énorme avec ce qui a précédé, mais en tout cas. Donc finalement, le cadre, c'est l'attente. Finalement, une attente marquée par quelque chose de répétitif. En fait, moi, je voulais en faire quelque chose d'abstrait dans ma tête. C'est attendre. Voilà l'idée, c'était elle attendait. Le matin, c'est toujours une femme. Et puis elle attendait. Euh, Pas obligatoirement très vieille, une femme assez âgée pour qu'elle soit un peu plus, comment dire, un peu moins en mouvement. Quelqu'un qui, quand il s'assoit, il reste assis pendant un moment. C'est comme ça que je l'imagine. Et puis voilà la chose. Donc elle attend, elle, elle attend. Et elle semble, elle glisse d'un instant à un autre. Dans un mouvement comme ça, sans heurts, un mouvement souple, euh, comme en fait les stations, comme quand on passe d'une station à une autre. Et en fait, ce sont les stations qui comptent et non pas ce qu'il y a entre les stations. C'est un voyage qui se passe comme cela. Euh, et en fait, et souvent, quand on va de quelque part à un autre quelque part, c'est que souvent nous entendons parler du nom de la station, mais ce qu'il y a entre la station d'avant et la station à laquelle on est arrivé, la station d'arrivée, et quelque part cet espace-là n'existe pas, il est un peu effacé. Voilà donc, elle attendait, elle prend le temps de boire son petit café. Ça descend lentement. Si quelque chose qu'elle sentait en elle, elle aimait cette sensation de bien-être que le café procurait. Un petit moment enveloppant, un petit moment euphorisant, un petit moment pendant lequel on se sent un peu fort, comme c'était le cas avant. Si elle était plus jeune, elle se lèverait, puis elle irait. Elle sortirait, elle irait faire des choses dehors, regarder le monde, acheter une petite douceur. Et puis, le café fini, le petit morceau de pain englouti, elle s'arrête. Elle cesse de bouger. Elle regarde en face d'elle, elle voit le ciel. Elle regarde le ciel, elle lève les yeux un peu, elle voit des nuages passer, des nuages légers. Il ne pleuvra pas aujourd'hui, comme il n'a pas plu hier. Et cela ne la interpelle pas plus que cela. Elle est un peu en dehors des choses de ce monde. Et elle est là. Elle est comme
statifiée. Elle bouge quelquefois sa main pour se gratter derrière l'oreille. Elle regarde ses mains, elle regarde ses doigts, et puis elle voit sa chair, un peu, un peu étrangère, un peu méconnaissable. C'est sa chair, elle le sait. Elle n'a quand même pas oublié cela, elle le sait, c'est bien sa chair. D'ailleurs, si elle tentait de se pincer, elle le saurait bien. Si elle se pinçait, elle aurait mal. C'est bien donc sa chair. Ses mains, puis ses mains parcheminées, ses mains marquées par des vaisseaux bleus qui saillaient de la peau. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette topographie? C'est quoi ce paysage? Ça annonce quoi? Elle se pose cette question pour la millième fois. Elle est là, elle regarde. Elle se regarde. Elle regarde ses mains encore une fois. Puis elle les ramène vers elle. Puis elle cesse. Elle cesse de bouger. Comme cela. Un peu partie dans un voyage. Dans un voyage qui ne mène nulle part. Sa tête est vide. Elle se rappelle de rien. Elle ne voit rien. Puis, elle reste comme cela. Arrive le moment du goûter du matin, milieu de la matinée. On lui sert un petit verre de thé chaud. Elle l'amène à ses lèvres, puis elle le goûte très lentement. Elle le savoure. Ce thé, c'est celui que sa mère lui préparait. Ce thé, ce thé-là, il la rendait un peu heureuse sur le moment. Le temps de finir le verre et déjà, elle se met en attente. Elle est comme cela. Elle nourrit son corps, mais elle ne fait rien d'autre. Elle veille sur ce qui reste de ce corps qui fut autrefois un corps puissant. Un corps qui n'acceptait pas de se reposer. Un corps qui s'activait du début de la journée jusqu'au tard, le soir, la nuit. Un corps qui répondait à ses désirs. Et puis, elle le constate aujourd'hui, c'est un corps fatigué, c'est un corps épuisé. Elle se dit à quoi bon toujours. Elle arrive à cette
conclusion là, quoi bon? Et puis elle s'arrête de penser. Elle attend. Elle a enregistré que c'était une journée pas trop chaude. Elle se dit, j'arrive pas à faire la chose comme j'avais pensé. En fait, finalement, à chaque fois, je me retrouve un peu emmené malgré moi vers quelque chose. Alors qu'en fait, je ne retrouve pas ce mouvement, j'allais dire ternaire, non, ce mouvement d'oscillation un peu comme la montre, un peu comme c'est bien le temps qui passe, mais en même temps, c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Ce jour-là, il y a le temps qui passe et il y a quelque chose qui est permanent, qui est toujours là. Il peut se passer je ne sais quoi dans la journée, mais c'est les mêmes chiffres. On va utiliser les mêmes chiffres qu'on a utilisés hier pour une journée sans conséquence. Et on va dire à midi, il s'est passé quelque chose de grave. Et ce midi, c'est le midi d'hier. C'est le mouvement mécanique de l'horloge qui le signale et qui permet de le dater. Donc il y a du changement, mais pour certaines personnes, le changement ne signifie plus le changement. Il signifie, il n'a plus de signification. Le temps n'a plus de signification. On est un peu hors temps, un peu même hors horloge, hors datation. C'est une existence qui n'a pas, qui ne prend rien en compte. Et je suis là dans l'espace, je sais que si je suis là, j'occupe un espace. Et donc j'empêche quelqu'un d'autre de l'occuper. Cela est une évidence, cela est quelque part une sorte de donnée intangible. Et pourtant, il n'y a que cela. J'occupe un espace, je l'occuperai pendant un certain temps, et après je le céderai à quelqu'un d'autre. Et voilà un peu ma marque, la chose qui prouve que je suis encore là. C'est quelque part ma matérialité dans l'espace. Et comme on dit, deux objets ne peuvent pas occuper le même espace. Et quand je suis là, c'est quelque part, je confirme que je suis encore maîtresse de cet espace. Si étroit qu'il puisse être, si réduit qu'il puisse être. Voilà comment on peut avoir quelque chose et comment on peut échouer. Mais l'échec, dans l'idée de poser un cadre, d'installer une scène, et ça n'a rien à voir avec l'échec qu'on peut ressentir quand on commence à écrire. L'écriture aussi vous fait dériver. Vous commencez d'une certaine façon, voilà l'idée. Vous pensez à quelque chose et au moment de prendre le stylo, de commencer à taper sur l'ordinateur, peu importe l'outil utilisé, mais entre le moment, il peut se passer quelques minutes et ces quelques minutes sont suffisantes pour dénaturer la première étincelle ou la première chose qui a pris forme. Et plus vous vous éloignez dans le temps, plus la chose à laquelle vous avez pensé initialement s'effiloche et se perd. Voilà comme il faudrait automatiquement avoir automatiquement à sa portée une sorte d'enregistreur, j'allais dire, implanté dans la tête, une sorte d'enregistreur. On devrait se promener avec son dictaphone sur soi pour, tac, enregistrer.
Voilà, parce que on ne retrouve pas le même cheminement d'idées. 5 minutes après, 10 minutes après, c'est plus la même chose. C'est autre chose. Et même quand on veut un peu le retrouver, ben on a beaucoup de mal et on n'arrive pas. Et donc pour installer cette scène, aussi facile, aussi attendue qu'elle puisse sembler, une scène comme cela d'une sorte de, j'allais dire, de fixité, une sorte d'immobilité, un peu immobilité résignée, une immobilité subie. Comment passer cela? euh, C'est et puis à partir de quel moment là les développements possibles, à partir de quel moment introduire, euh, commencer à introduire de introduire quelque chose d'autre, introduire un personnage, changer un peu de lieu, transporter le personnage principal ailleurs, le faire un peu bouger malgré tout, le faire se déplacer. À partir de quel moment? Et c'est vrai que le problème que je peux avoir, que peut un peu produire ce type d'écriture orale, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps à décrire une scène. Et c'est une scène d'introduction. Et on peut passer beaucoup de temps, un peu comme quelqu'un qui passerait le temps, beaucoup de temps à essayer de poser le décor et moins à faire un peu exprimer les personnages. Donc toutes ces choses-là, c'est de l'ordre du décor. On installe une scène. Et puis évidemment, c'est un être humain, ce n'est pas un décor. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous, il vous parle, il éveille des choses en vous. Et uniquement sa présence, évidemment, la façon qu'il a de se présenter, cela va va vous faire un peu réagir, chacun à sa manière, chacun selon les choses qui lui viennent comme cela. Et un personnage, voilà aussi ce qui permet à l'écriture d'être intéressante, c'est qu'il permet aussi à des gens de se saisir du personnage pour un peu se l'approprier. Ce personnage la, de, la, de la vieille qui attend, pourquoi est-ce une femme plutôt qu'un homme, la vieille qui attend et qui attend en fait en vain. Un peu, on fait un peu le sorte de, comment on appelle cette, de Buzzati, je crois, c'est ça, le, 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 le siège des Tartares ou quelque chose comme ça. En fait, je sais plus, mais il y a là aussi une forme d'attente. L'idée, c'était peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. En tout cas, l'idée, c'était de prolonger l'attente, un peu comme Godot. Il y a un peu l'attente et les choses qui tournent en rond et finalement jusqu'à ce que arriver à des situations un peu non pas abstraites mais à des situations totalement irréalistes ou totalement insensées, totalement je trouve pas le terme invraisemblable, quelque chose qui se développerait, qui commencerait par une sorte de vraisemblance, puis qui dériverait un peu vers petit à petit, comme voilà, une chose qui se déréglerait. Voilà l'intérêt, ça se dérègle petit à petit pour arriver à quelque chose. Et voilà un peu comme la montre qui se déréglerait et puis qui commencerait un peu à avancer trop vite ou à ralentir. Et puis il est 1 heure, mais en fait c'est pas 1 heure. Mais après tout, c'est pas très important qu'on se trompe sur le temps, qu'on n'ait pas le temps exact. Après tout, ce qui peut être considéré comme l'invraisemblable ou comme la chose totalement
infondée ou totalement impossible, c'est peut-être la chose la plus intéressante, la plus parlante, la plus renseignante, la plus féconde, voilà la chose comme on peut. Évidemment, là je fais de l'explication, je ne fais pas du récit, donc c'est autre chose. Un peu... On a tous des scènes comme ça de l'attente, par exemple, comme cette attente du cadavre, dans laquelle les gens viennent rendre visite de façon continue, de façon régulière à la morgue pour voir si un des leurs qui a disparu, si il se retrouve parmi les morts, et ainsi il y a quelque chose de totalement impossible, c'est d'aller essayer de voir tous les morts les uns après les autres pour voir si parmi eux il n'y a pas la tête d'un proche, s'il n'y a pas, et j'ose pas imaginer, on ne peut pas imaginer, mais c'était pas ce que je voulais, c'était pas quelque chose d'impossible à supporter. C'est là ce qui s'est passé en Irak, c'est trop, c'est quelque chose d'une certaine façon. On ne peut pas l'utiliser comme ça pour l'insérer quelque part. C'est tellement énorme que on doit presque la laisser tranquille. C'est le monde. On ne peut pas comme ça se permettre d'utiliser ce malheur-là pour densifier un propos. Voilà donc. C'est vrai que les personnes âgées, souvent, ils sont un peu touchés par un phénomène de ralentissement temporel, peut-être naturel. Voilà, et comme moi aussi, je suis vieux, donc je suis touché aussi par cette question. Les changements. Il y a aussi une constante, c'est que les changements, ils sont énormes. Ils sont visibles, ils sont vraiment d'une teneur ou il y a des changements d'une grande, pas étendue, mais j'arrive pas à trouver le terme. En tout cas, et pourtant, l'être qui a changé ou qui est encore en train de changer n'a pas une réaction proportionnelle à ces changements, comment dire, au côté grave, au côté qui pourrait la chose, il ne peut plus se révolter, il ne peut plus comme ça se mettre à protester ou il accepte, il regarde son corps se défaire et puis c'est bof, il peut hausser une épaule ou avoir un geste ou pousser comme ça une sorte de comme ça souffler un peu, bof. Il voit qu'il est touché par le phénomène un peu par le phénomène de l'effacement, je ne sais pas comment on le dit. À quoi bon s'apesantir sur quelque chose contre laquelle s'apesantir, alors qu'en fait sur un aspect ou un autre, alors qu'en fait le tout est perdu. Il y a un sentiment de perte ou un sentiment de dessaisissement de ce qui fait soi, ce qui fait l'être. L'être est dessaisi de sa propre personne et de son contrôle sur sa personne. C'est pour ça que je parlais, quand je disais un corps qui obéissait à ses désirs, c'est dans cette optique-là. Un corps qui cesse
d'obéir. Il est possible que le désir soit encore fort, mais le corps, lui, il dit non. Il dit, là aussi, je le ressens, moi, personnellement, quand je parle quelquefois, et j'arrive à un moment où mon corps quitte la scène. Il dit, moi, tu veux rester, tu restes, mais moi, je ne te suis plus. J'arrête de te prêter ma voix, de te prêter, j'allais dire, les moyens d'expression. Si tu veux continuer, tu continueras sans moi. Et donc, je suis obligé d'arrêter, puisque c'est mon corps qui m'intime de m'arrêter. Voilà, et finalement, elle attend, et puis elle ne voit pas. En fait, l'idée d'attente, c'était une attente aussi dans une sorte de quelqu'un qui se lancerait dans une attente, et puis finalement, cela devient intrigue. D'autres personnes se joignent à lui, ou à elle, et puis finalement, ça constitue une sorte de, non pas de chaîne, une sorte de fil à l'infini. Il y a là quelqu'un qui attend, et la deuxième personne qui vient se joindre à lui, ou à elle toujours, elle se demande, mais qu'est-ce qu'elle attend? Et la première personne qui attend ne répond pas. Donc la deuxième personne, elle est, en fait, elle est curieuse, elle veut savoir. Qu'est-ce qu'il va y avoir? J'attends avec toi, peut-être qu'au bout d'un moment, tu me diras ce que tu attends. Si tu attends, toi, c'est qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas être là à attendre pour rien, comme ça. Et puis, il y a cette chose que je voulais aussi inclure, c'est ces femmes qui vont quelque part, sortent un peu en deuxième partie de l'après-midi, qui s'assoient quelque part sur un banc, et puis qui restent là. Certains discutent entre elles, d'autres ne discutent pas. Elles sont là en train d'attendre, un peu de tuer le temps. Elles ont fini les travaux ménagers, et puis elles attendent le moment de revenir à la maison vers 7 heures du soir, etc. Là, il y a entre 4 heures et 7 heures, il y a un moment pendant lequel on attend. Et finalement, il se passe, ce phénomène-là se passe pour beaucoup de gens. Et j'imagine, pourquoi j'ai parlé d'une femme, j'imagine les femmes plus en attente que les hommes, parce qu'un espace public, un certain espace public, est un peu, d'une façon ou d'une autre, interdit aux femmes. On voit dans la rue, par exemple, des hommes âgés en train de rassembler entre eux, certains jouent à des jeux, et finalement, on ne voit pas les femmes âgées qui auraient plus de 80 ans, par exemple. On ne les voit pas rassembler, occuper l'espace public. Il y a toujours, pour les femmes âgées, c'est la maison, c'est la demeure, c'est le foyer. Et donc un peu dans la continuité de la vie d'avant, mais un peu différemment quand même. Elle attend, elle voit passer un insecte. Alors là, je convoque la libellule que j'ai vue. Elle voit passer un insecte. C'est bien une libellule. Ah, elle voit la libellule, puis elle se demande ce qu'elle fait là. Par quel miracle elle est arrivée jusqu'à ici? Cette libellule, avec ses 4 ailes, transparentes, qui semble comme ça voler avec aisance, elle se demande ce qu'elle est venue chercher là. C'est la première fois qu'elle voyait une libellule de si près. Celle-là était plutôt dans les tons... Elle avait des tons bleus, bleu-vert. C'était joli, ça brillait au soleil. La libellule fait le tour de la cuisine. Elle se promène un peu. Et puis, elle décide de s'en aller. La libellule reprend sa pérégrination et elle s'en va voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose à grignoter.
Elle a vu une libellule. Et sa journée est comme transformée. Son attente est comme, un peu comme transfigurée. C'est un moment de joie, mais un moment d'émerveillement. Puis, et quelque chose se passe. C'est comme si on avait éteint on avait abaissé un interrupteur. Tiens, plof, le moment d'intensité s'évanouit. Plof, tout retombe. Elle est de nouveau comme prostrée. Le temps passe, elle ne le voit pas passer. Quelqu'un vient vers elle, il lui touche l'épaule doucement pour ne pas lui faire peur. Doucement, il tapote, elle se retourne lentement pour voir. C'est bien la personne qu'elle voit tout le temps, la personne qui veille sur elle, la personne qui l'accompagne, la personne qui est tout pour elle. Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Elle répond quelque chose d'un peu indistinct. C'est pas qu'elle a oublié de comment parler, mais c'est que elle n'a plus le désir de parler. Elle écoute ce qu'on lui a à dire, ce qu'on a à lui dire, et puis de nouveau, elle se laisse emporter loin. Voyez comment c'est pas évident. J'allais dire évident, non, pas évident. Voilà, donc je continue de mêler des éléments, j'allais dire, biographiques et des éléments. Et c'est pas évident. C'est pas évident à installer. Ça l'est tout en étant un peu le contraire. Quelqu'un qui aurait un peu plus de, je ne sais pas comment dire, qu'est-ce qui fait qu'un propos ou qu'une scène a de l'intérêt pour quelqu'un qui, comme ça, en quoi ça peut intéresser quelqu'un quand on lui parle d'une situation. Et comme aujourd'hui, par exemple, on fait le buzz, pour faire parler de quelque chose, pour la faire connaître, il faut faire le buzz. Alors pour intéresser quelqu'un, pour le rendre curieux, pour lui donner envie de continuer à suivre le propos, il faut introduire des éléments, il faut le surprendre, il faut le déstabiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire pour je sais pas, on peut essayer de donner des détails intimes, on peut faire un peu dans la soft pornographie, je ne sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, parler d'un amour, oui, par exemple, la plupart des choses dont je pourrais parler sont des choses un peu communes. Un amour perdu, l'amour de jeunesse, je sais pas, une sorte, les erreurs qu'on fait dans la vie, les regrets, la jeunesse qui s'en va. C'est des choses assez communes. Donc finalement, je ne sais pas, par exemple, comme je peux commencer par dire, elle prend le couteau, elle
Elle le teste sur elle pour voir s'il coupe bien. Elle prend ce couteau-là. Ce couteau bien aiguisé, récemment aiguisé. Puis elle s'en va d'un pas tranquille. Arrivée près de sa fille, elle prend son élan et puis elle lui plante le couteau entre les épaules, entre les omoplates. Ouais, quelque chose en cela. Et je ne suis même pas sûr que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, voilà, elle va manger sa fille, elle va la cuisiner, elle va. J'en sais rien. Et la chose qui m'avait, une chose qui m'avait énormément frappé, je sais pas, et plus encore, c'était cette mère qui a mangé, ou ces mères qui ont mangé leurs enfants lors du siège de Stalingrad. Je peux maintenant un peu apporter ma propre contribution dans l'affaire et dire que peut-être ils ont mangé leurs enfants une fois que ces derniers est décédé, pas de leur vivant. Mais quand j'ai reçu l'information, moi quand j'ai lu ça, et évidemment quand j'ai lu ça, il y avait la punition, c'était des mères qui étaient mises à mort, etc. C'était quelque chose que personne ne pouvait accepter. Et j'ai pensé, oui, ça devait être des enfants vivants, mais maintenant je pense que c'était peut-être des enfants morts. Mais sur le moment, ça m'avait fait penser, mais on peut manger comme ça son enfant? Mais ça fait quoi, un enfant? Ça fait quoi? Ça peut protéger de la faim pendant combien de jours? Et après, un enfant, c'est pas quelques kilos de chair et un peu de graisse, c'est une personne. C'est beaucoup de choses. Alors comment vivre avec le sentiment d'avoir mangé son enfant et que finalement, on a on s'est procuré qu'un petit sursis. Donc, on aurait, je ne sais pas, une progéniture, je veux dire, innombrable. À la rigueur, on va dire, tiens, j'en mange 2 ou 3, comme ce que j'ai entendu aujourd'hui par rapport à des carnivores qui mangeraient leurs petits. Alors, il y avait la discussion, est-ce que, ils disent, oui, cet apport de protéines permet au reste de la fratrie de pouvoir survivre, etc. La mère transformant les protéines en lait, etc. On peut dire cela. Mais voilà un peu le sacrifice. Mais souvent, la mère mange le petit, le chiot, le louveteau mort. Elle ne le mange pas vivant, elle mange celui qui est mort. Donc toujours, voilà comment on peut un peu faire relier les deux événements. Mais voilà, qu'est-ce qu'il est possible de dire ou de faire installer comme ambiance pour pouvoir intéresser quelqu'un. Or, le fait que ce propos-là est un propos qui se produit dans l'instant, en dehors de cela, oui, il y a là quelque chose que faudrait, je sais pas, installer quelque chose, des phases de grande fébrilité, puis des phases de, comme je fais moi, des phases d'arrêt. Plus aucun mouvement, plus aucun mot, rien. Presque pas de clignement des yeux, rien. Comme quelque chose qu'on arrêterait brusquement et qu'on relancerait aussi tout aussi brusquement par saccade un peu, voilà, un temps. Comment faire pour que cela puisse être exposé comme ça et mis. Oh, je vais arrêter et c'était juste, évidemment, c'est un échec pour moi
mais je tente le coup, après j'échoue. J'espère pouvoir mieux maîtriser l'essai la fois d'après. J'aime bien ce truc d'attente, l'attente. Le désert des Tartares, je viens donc de me souvenir, mais je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu le film. Donc évidemment, entre le livre écrit et le film, il y a beaucoup de différences, sûrement. Et donc la chose, c'était en fait, euh, l'idée c'était là aussi, comme j'ai déjà traité dans cette histoire, de retour de l'enfant qui s'était exilé, un enfant qui ne reviendra jamais puisqu'il est mort pendant son voyage. Donc la mère va attendre et à chaque fois qu'elle entendra parler de gens qui revenaient vers le village, chaque fois elle va être là à guetter pour voir si son enfant ne fait pas partie des revenants. Chaque fois, donc, elle est là. Elle espère, elle est quelque part excitée, puis son excitation retombe parce que son fils n'est pas là. Et donc, moi, je voulais aussi un peu me représenter sous la forme de fils qui n'est pas revenu, qui est parti, qu'on attendrait pendant longtemps, qu'on attendrait en vain, matin et soir, puis le lendemain, et puis le surlendemain, et etc., etc., sans fin. Une sorte d'attente, euh, une sorte d'attente sans espoir, une attente comme cela. J'attends le fils bien-aimé comme je pourrais attendre l'époux bien-aimé, comme je pourrais attendre, comme quelqu'un là aussi dans une autre situation qui attendrait la pluie. Il attend. Il regarde le ciel la nuit, il essaie de voir si il y a des changements, s'il y a de ces gros nuages qui annoncent les averses tant espérées. Mais le ciel de ce soir est vide, ou plutôt il est plein d'étoiles brillantes, comme des gemmes impossibles, impossibles à toucher, impossibles à posséder. Quoi ça me sert, toutes ces étoiles? Il maudit le temps, les temps difficiles, il maudit cette attente qui n'en finit pas. Et il attend. Le lendemain, le soleil est toujours là. Et il est comme il l'a été les jours précédents. Il est brûlant. Il est fort. On dirait qu'il veut assécher jusqu'à la dernière goutte. La terre se craquelle de partout. Les jeunes pousses commencent à jaunir, commencent à s'affaiblir. Elles semblent comme engourdies, comme un peu abattues. Elles n'ont plus cette elles ne sont plus droites, elles ne poussent plus vers le ciel, elles s'affalent. C'est le 22e jour, sans pluie, sans même une goutte
de pluie. Il se maudit, lui qui a choisi cette terre qu'il a aimée, qui a voulu faire sa vie avec elle. C'est vrai qu'il aimait sa terre, il en prenait soin. Et pourtant, il la voit comme ça, impuissante, à lui venir en aide, impuissante à lui rendre son amour. Elle est là, elle voudrait bien qu'il ait sa récolte de blé, sa récolte d'orge, mais elle n'a plus d'eau. Elle a été totalement asséchée, tout s'est évaporé avec ce soleil, ce maudit soleil qui ne cesse de le narguer comme cela du haut de sa position. Il le nargue tous les jours. Soleil qui rit, qui semble s'amuser de la situation. Il semblait dire, regardez ces petits-là, ils ne savent plus quoi faire. Ils courent de partout, ils sont piégés. Ils avaient de l'espoir, maintenant, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'espoir. Ils doivent accepter l'inacceptable, ils doivent reconnaître qu'ils ne sont pas forts, qu'ils sont pas les maîtres. Voici un peu donc une situation d'attente. Il passe parmi les rangées des céréales. Il semble vouloir compter les pousses mortes. Mais il y en a tellement. Dire qu'il avait travaillé sa terre, qu'il avait labouré 2, 3 fois, qu'il avait semé, que cela lui avait coûté de l'argent, beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il a labouré pendant des jours et des jours, sans s'arrêter, sans presque jamais manger ni rien, tout le temps. Il était pressé par le temps, il le savait. Cette terre devenue inutile, sans l'eau, il n'y a rien. Il voudrait pouvoir pleurer des tonnes de larmes pour pouvoir arroser au moins un champ, sauver quelque chose, au moins les semences pour l'année d'après. Rien. Il sait qu'il ne sauvera rien du tout. Il devra faire avec. Il a envie de mourir. Là-bas, il y a un trou. Il a envie d'aller s'y jeter et disparaître. Il a honte parce qu'il sait d'avance qu'il va devoir emprunter, qu'il va devoir supplier, qu'il va devoir s'agenouiller devant
le banquier pour lui arracher quelque argent. Le banquier va bien profiter de la situation. Il va lui imposer des taux d'intérêt faramineux. Il va le sucer, le presser. L'usure, des taux usuriers. Voilà. Comment font ces banquiers, affameurs ces banquiers, qui ont oublié qu'ils avaient aussi un cœur. Ils marchent encore. Il essaie de s'apaiser, mais il est comme emporté par un sentiment de défaite tel que défait, il le sait, un défait. Il ne connaîtra pas de lendemain heureux cette année-là, comme ça avait été le cas pour l'année d'avant. Des années comme cela, cette année de mauvaise récolte, cette année de privation. Peut-être faudra-t-il qu'il abandonne tout et qu'il renonce à son pacte avec la terre, qu'il renonce à cette alliance qui semble vouloir s'achever sur un aveu d'impuissance, sur un échec total, un échec final. Voici un peu comment on peut aussi penser, et c'est la réalité. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de gens, l'attente. Dans certains endroits, le régime des pluies est très, j'allais dire, capricieux. Une année, il pleut, l'année se passe bien. Et puis, les autres années, il pleut un moment, et puis plus rien. Plus rien pour le reste de la saison, pour que les blés mûrissent comme il faut, pour rien pour le maïs, rien pour l'herbe, rien. Le destin semble se jouer, de certains. Un coup je te donne, et un coup je te donne rien. Un coup je te tente, je te permets de voir ce qui peut se passer quand tout se passe bien. Et à les coups d'après, je te mets face au manque. Voici donc un peu cette chose que je termine maintenant. Et comme cela. Je pourrais continuer, mais c'était pas ce qui était prévu au départ. Donc je continue sur. C'est un peu une facilité. Et puis même, je suis arrivé au bout de la chose. Évidemment, j'en ai fait un peu le tour. Donc je peux pas, sur le cas du paysan, je peux pas non plus trop. Ça y est, la chose est dite. Comme dirait l'autre, la messe est dite. Le paysan doit choisir.
doit choisir un autre, d'aller se réaliser ailleurs, ou choisir même de mourir, choisir d'arrêter de vivre, puisque finalement, il sait que il est mis devant un peu devant un mur. Il a lutté, il a combattu, il a persévéré, et puis finalement, venu le temps pour lui de reconnaître qu'il n'est pas que le travail, que l'effort, que le sacrifice ne paye pas. Que quelque chose un peu est quelque chose. Et agit avec d'autres plans. Il y a quelque chose qui lui échappe. Donc voilà, j'arrête là. Et évidemment, donc c'était une chose comme cela. C'est vrai que les mots, on peut essayer, je ne sais pas, de représenter cela comme, par exemple, quelqu'un qui représentait dans les siècles passés les riches. Les riches, c'était des gens qui étaient gros, voilà, qui avaient de la charcutaille chez eux. Et puis les pauvres, c'était les maigres. On peut donner une idée comme cela à travers une sorte d'illusion. Deux dimensions et juste un peu de couleur et quelques traits. Puis ça y est, ça marche, ça fonctionne. Et donc on a une idée assez juste ou assez claire de ce qui se passait à un moment donné de l'histoire des humains. Et puis et après on peut évidemment, ça peut être une base pour parler, peut-être pour parler longtemps. Et quelquefois, et c'est vrai, les semeuses de pommes de terre, par exemple, ou les récolteuses, je ne sais plus, par exemple, là aussi, ça peut donner une idée, un champ comme cela, et puis des gens qui seraient un peu ployés, mais on voit qu'ils sont fatigués. Ils ont, d'une certaine façon, ils ne peuvent plus se baisser. On voit l'effort, on voit qu'ils sont, et puis on voit cette terre qu'il va falloir semer, ou cette récolte qu'il va falloir faire, je ne sais plus, je dirais c'est les semeuses, ou une semeuse. Et quelque part, il y a encore du travail. Et c'est vrai que la charge de travail, comme on dit aujourd'hui, était conséquente. Et voilà, la chose, on peut, à travers une représentation comme ça, qui est sur quelques centimètres carrés, mais les mots, quelquefois, là aussi, ils peuvent donner une idée. Aussi, c'est vrai qu'il en faut un certain nombre pour pouvoir donner une idée. Mais celui qui n'a pas vu les effets de la sécheresse ne pourra pas exactement se représenter la chose, même si on lui décrit, il aura du mal. Une terre, un peu, une terre touchée par une sorte de calamité. Une terre, comme il m'est arrivé une fois ici dans le Midi, j'ai vu des tournesols qui étaient dans un état pitoyable. Il n'avait pas assez plu, puis les tournesols n'avaient pas poussé. C'était des chétifs, le tournesol, et ça donnait pitié. Ça faisait naître un sentiment de malaise et d'attendrissement, et en même temps, comment on dit, une sorte de, non pas de désespoir, mais une sorte de, quelque chose comme ça qu'on ressent. Quand on voit les choses, quand on constate
que les choses ne se sont pas passées comme cela aurait dû être. Quand nous voyons un champ de maïs avec les pieds de maïs qui font 2 mètres et quelques, etc., on trouve ça normal. C'est ça, la normale, c'était... Et puis, si on voyait un champ de maïs, et si on le voyait différemment, un peu les pieds ne feraient pas plus de 60 centimètres, un seul épi, et puis voilà, on se rendrait compte que quelque chose ne s'était pas bien passé. Voilà un peu la chose quand on voit un champ de maïs, maïs qui ne pousse pas, le maïs qui n'a pas connu la pluie une seule fois de toute son existence, qui s'est contenté de l'arroser, tout simplement, de l'arroser, et puis ce maïs-là, qui, pour pouvoir trouver quelques ressources, il faut qu'il soit éloigné, chaque pied soit éloigné de l'un de l'autre de énormément de centimètres. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'espace. Et il faut qu'il ne soit concurrencé par aucune herbe, etc. Voilà un peu les conditions dans lesquelles le maïs n'avait pas prévu de pousser. C'est pas sa terre, c'est pas son climat. Il se retrouve là, le pauvre, et puis il doit faire avec. Et souvent, ça se passe mal pour lui. Voilà comment on voit les choses, comment on pourrait se représenter un peu les temps du dust, je ne sais plus comment on appelle ça, la poussière, au moment de la crise pendant laquelle les paysans ont connu un peu qui a donné naissance au raisin de la colère, etc. Un peu, mais je ne sais plus exactement si c'était la sécheresse ou ouais, je pense qu'il y avait deux phénomènes, une crise économique puis une crise agricole. En tout cas, il y avait quelque chose, soit je ne sais pas s'il y a eu une sécheresse, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau climatique pour qu'il y ait des catastrophes comme cela a été décrit et rapporté, comme les images aussi le rapportent. Voilà, il y a un peu... la Terre, d'une certaine façon, ne vieillit pas. La Terre recommence. Le cycle est un peu infini. Tandis que l'être humain, lui, il a un terme beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus ramassé. L'être humain, une fois qu'il a commencé à dépérir, ça ne s'arrête plus. Une fois qu'il a commencé à décliner, c'est pour de bon. Voilà un peu. Mais je compare des choses qui ne sont pas comparables. Il faudrait comparer l'être humain à un pied de maïs. Voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. La Terre, c'est une autre dimension. Et puis, voilà un peu comment quelque chose... C'est vrai que ça change, malgré tout, je ramène un peu de la parole pas toujours utile dans ce propos qui devait être un peu fictionnel, entre guillemets, et je ramène de la parole, je ramène de l'explication, alors qu'en fait c'était de tracer juste, de mettre en place une scène un peu triste, un peu même beaucoup triste, c'était ça, ou un peu une scène un peu, je trouve pas d'autre thème que une scène un peu absurde, voilà, quelque chose d'absurde dans l'attente qui se prolongeait. Finalement, par exemple, je sais pas, on va dire cette chaîne, enfin de gens qui attendent, qui s'est formée, on pourrait dire comme évidemment il va se passer plein de choses. Des gens vont venir, vont faire du commerce, on va voir des gens se connaître, se marier, avoir des enfants, et puis finalement on va voir la chose un peu se poursuivre un peu
à l'infini. L'attente devient, en fait, l'attente engendre de l'attente s'auto-réplique. Il y a comme si le fait d'être un attendant va permettre de bénéficier de quelque chose. Il y a peut-être, on passerait du stade où on désirait quelque chose de terrestre, on va dire, ah, tiens, on désire. Si on reste là en attente, peut-être que le puissant va se pencher sur nous et qu'on va bénéficier de quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent, ou une sorte de une sorte de récompense divine, une sorte de récompense d'essence ou d'origine divine, je ne sais pas comment dire. En tout cas, la chose est, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment on peut pousser cela jusqu'à, on ne peut pas dire une attente, une file comme ça, qui ferait le tour de la Terre et puis qui reprendrait à ce moment-là et qui enserrerait la Terre entière. Le globe entier serait formé par une sorte de chaîne à l'infini. Voilà. Voilà un peu des figures de l'attente vues un peu n'importe comment, mais l'attente est un thème très intéressant puisque nous sommes tous en attente. Et là, je vais rentrer dans le développement oral dans lequel d'habitude je me laisse aller, mais là j'arrête, c'est pas la peine, je vais produire des choses que je connais d'avance, c'est pas la peine, il n'y a pas de création, il y a de la reprise, c'est bon, ça suffit.